Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui bienvenue sur les révisions du dimanche, et nous verrons la Révolution française, la Première République de 1792 à 1799. La Première République se divise en deux parties, la Convention et le Directoire. La Convention elle-même se découpe en trois sous-parties, l'une dirigée par les Girondins, la première, celle dont nous allons parler, qui va du 22 septembre 1792 au 2 juin 1793. Comme nous l'avions vu dans la dernière vidéo, après la bataille de Valmy le 20 septembre 92, le 21 septembre 92, les révolutionnaires décident d'abolir la royauté, et puis après le 22 de déclarer la Première République. Puis après le 21 janvier 1793, il y a l'exécution de Louis XVI, et après l'exécution de Louis XVI, la plupart des puissances monarchiques rejoignent la première coalition et entrent en guerre face à la France. Sont dans ce cas Naples et l'Empire russe, ainsi que l'Empire anglais. Mais c'est la France qui va bien déclarer la guerre à l'Angleterre, car ils avaient fait un accord sur le fait que la France n'enverrait pas les Pays-Bas autrichiens, sauf qu'ils l'ont fait, et du coup, la France a déclaré la guerre, et oui, déclaré la guerre aux Anglais. Maintenant, parlons de la guerre. Le 6 novembre 1792 se déroule la bataille de Jemappes. Près de Mons, en Belgique aujourd'hui, le 6 novembre 1792, une armée de 40 000 volontaires français et de 100 canons font face à 14 000 troupes autrichiennes accompagnées de 56 canons. C'est la bataille de Jemappes qui va mener à une grande victoire française, notamment à cause du nombre. Cette victoire va mener à l'annexion des Pays-Bas autrichiens. La France a gagné une bataille, mais pas la guerre. Malheureusement, le 18 mars 1793 se déroule la bataille de Neerwinden. Dans l'actuelle Belgique, le 12 mars 1793, 45 000 Français se font écraser par une armée de 39 000 Autrichiens à Neerwinden. Les troupes françaises mal entraînées et indisciplinées n'ont aucune chance face à une armée impériale aguerrie et disciplinée, malgré le petit avantage numérique. Après cette bataille, l'armée française sera presque totalement détruite. D'ailleurs, cela montre le manque de qualité de l'armée française révolutionnaire, préférant se soutenir par le nombre, comme le fera l'URSS par exemple durant la Seconde Guerre mondiale, que par la qualité. On voit que la plupart des victoires françaises durant la période révolutionnaire sont dues à un net avantage numérique sur l'ennemi de 2 contre 1. Maintenant, nous allons parler des levées en masse. Le 24 février 1793 ou le 2 mars, ça change selon les sources, est décidé à l'Assemblée la levée en masse de 300 000 citoyens. Maintenant, parlons des causes des levées en masse. En effet, la France fait face à de plus en plus d'ennemis. Les monarchies européennes rejoignent de plus en plus la première coalition, comme l'aura fait la Grande-Bretagne. Donc, il faut impérativement défendre le territoire français face à une multitude d'attaques. Mais aussi, il faut créer des républiques sœurs. La France sait que pour la stabilité du régime, elle doit prendre de plus en plus de territoires et créer des régimes fantoches. Avec tout cela, les volontaires de 1792 se décident de retourner au pays, estimant que la campagne est terminée après la bataille de Jemappes, où les coalisés sont rejetés hors des frontières. La France révolutionnaire sait que son avantage réside dans sa démographie. Elle va donc faire des levées en masse afin de faire d'immenses armées qui peuvent concurrencer les armées bien entraînées des monarchies européennes. Ils savent très bien que sans l'avantage du nombre, ils n'ont aucune chance. Les prémices de la terreur. En mars 1793, après la première levée en masse, les Vendéens décident de se soulever face à la République qu'ils considèrent comme un régime illégitime et déicide. C'est donc le début des guerres de Vendée et l'augmentation des périls intérieurs. Il y aura des émeutes populaires et certaines villes vont faire sécession par rapport à la France révolutionnaire. En février 1793, la création du Comité de salut public fait déjà les prémices de la prise de pouvoir des Jacobins. Enfin, le 10 mars 1793, la création du tribunal révolutionnaire par les Jacobins, principale arme de la terreur, même si les Girondins étaient contre, va se faire. Les Jacobins vont désormais rejeter tous les problèmes que fait face la France
sur la mauvaise gestion des Girondins. On voit bien que les Jacobins sont déjà presque au pouvoir et font passer toutes les lois qu'ils veulent, malgré que ce soit officiellement les Girondins qui dirigent l'Assemblée. Maintenant, voyons la prise de pouvoir des Jacobins. Donc, c'est la seconde partie de la Convention qui va du 2 juin 1793 au 27 juin 1794, dont la plus grande partie correspondra à la Terreur. Le 2 juin 1793, les Jacobins décident de prendre le pouvoir et emprisonnent 29 députés girondins et expulsent les autres du pouvoir. Maintenant que ce sont les Jacobins qui sont à la tête du pays, c'est le Comité de salut public qui exerce tous les pouvoirs. En juin 1793, l'adoption d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les Jacobins, et en septembre 93, c'est l'adoption de la loi sur les suspects. Maintenant, place à la terreur. Du 2 septembre 1793 au 27 juillet 1794, elle se déroule. Mais qu'est-ce que la terreur? La terreur consiste en une politique qui suspend les libertés individuelles afin de semer la terreur dans la population et briser sa réticence au régime. Et oui, la plupart de la population est relativement réticente au régime, qu'elle considère comme un régime illégitime, déicide, mais aussi qui apporte la pauvreté et la guerre chez eux. En septembre 1793 va donc être votée la loi des suspects, c'est-à-dire qu'on va procéder à une arrestation de 500 000 personnes et durant l'histoire de la terreur, 35 000 à peu près d'entre elles seront tuées, soit 8% à peu près. Il va aussi y avoir des répressions brutales, notamment en Vendée avec les colonnes infernales et à Nantes avec les noyades de Nantes. D'ailleurs, on considère que les guerres de Vendée auraient fait entre 100 000 et 150 000 morts. Maintenant, parlons de la fin de la Terreur et de la chute de Robespierre. Robespierre est élu à la tête du comité de salut public de 1793 à 1794. Il veut une république sociale et finit par avoir un pouvoir quasi dictatorial. Il est un des investigateurs du culte de l'être divin et déclare l'athéisme interdit en France. Avec ça, nous avons un système de guerre de factions où Robespierre va éliminer ses opposants, notamment les hébertistes qui veulent encore plus de radicalisation pour la Révolution, et aussi les indulgents comme Danton qu'il va faire exécuter en 1794. Le 26 juillet 94, Robespierre va rejeter la responsabilité de la terreur sur ses ennemis sans les nommer. Ils ont très peur de perdre leur tête et donc le 27 juillet 1794, Robespierre est arrêté, puis après relâché, il devient donc hors la loi, et puis après s'enfuit et se réfugie à l'hôtel de ville, puis après se fait capturer dans la nuit. Il est ensuite, le jour d'après, guillotiné sans jugement. Voici une illustration de la chute de Robespierre le 27 juillet 1794. À partir du 27 juillet 1794 jusqu'en août 1795, c'est la troisième partie de la Convention qui est dominée par les Thermidoriens, c'est-à-dire que c'est la plaine ou le marais, comme on veut. D'août 1795 au 9 novembre 1799 se déroule le Directoire. Il est constitué de 5 directeurs et d'un conseil des 500. Les directeurs se sont souvent corrompus et le régime est très impopulaire par rapport à toutes les choses qu'il fait pour les riches. Il est d'ailleurs très instable, en témoigne le Conseil des 500 qui doit être réélu tous les 1 an normalement, mais du coup qui se fait des auto-coups d'État afin de rester au pouvoir. D'ailleurs, en 96, il y a aussi Bacchus Babeuf, qui est un robespierriste qui veut démettre le pouvoir en place. Le Directoire brillera plus sur le côté militaire grâce à un général que vous connaissez qui s'appelle Napoléon Bonaparte et qui va devenir directeur, en acheter 3 et faire un coup d'État le 9 novembre 1799, mettant finalement fin à la Première République. Merci de m'avoir écouté sur cette particulièrement longue vidéo, j'en suis désolé. Et si jamais vous avez encore des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.